Bonjour à tous. Peut-être si certains veulent s'asseoir, il y a quelques places devant encore pour vous rapprocher. Je suis Martin Hajdari, le directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris. Et je suis très heureux d'accueillir au Palais Garnier Laurent Oneindy, le directeur général de Mémoriste, ses équipes et vous tous, leurs invités qui œuvraient, si j'ai bien compris, chacun dans son domaine à la préservation et à la transmission du patrimoine français en particulier. Et donc vous accueillir ici au Palais Garnier a une dimension, une signification particulière. Quelques mots peut-être du Palais Garnier que vous allez découvrir, qui est un lieu, je crois, assez unique en tout point. C'est un des emblèmes du patrimoine architectural français, qui a été visité par à peu près 1 200 000 visiteurs en 2023, un des monuments de Paris les plus connus et qui attire le plus de touristes, qui participe évidemment au rayonnement culturel, à l'attractivité de Paris, de la France. Le théâtre a été imaginé par Charles Garnier à 35 ans. C'est d'ailleurs souvent difficile à croire que si jeune, un architecte ait pu concevoir un théâtre qui est à la fois un monument, un bâtiment, mais un théâtre où on produit des spectacles avec autant de précision et de justesse. Donc ce théâtre conçu à l'âge de 35 ans a été inauguré en 1875, le 5 janvier. Il fêtera bientôt ses 150 ans et nous aurons quelques festivités autour du patrimoine et de la création, toujours ce même dialogue entre ces deux notions au début de l'année prochaine. Pour construire et concevoir son théâtre, Charles Garnier a mobilisé les plus grands artistes et artisans de l'époque, les peintres, les marbriers, les tapissiers, les doreurs, les sculpteurs, toute une série de talents dont vous découvrirez le fruit dans la visite que vous ferez tout à l'heure. Le Palais Garnier témoigne d'une prouesse architecturale assez inédite par ses différents traits les plus caractéristiques. Il y a son escalier majestueux que l'on découvre en entrant, sa salle de spectacle à l'italienne, son grand foyer, également son plafond, même si ce n'est pas Charles Garnier qui l'a introduit, mais là encore, la création vient compléter le patrimoine et vient finalement le constituer et l'enrichir. Et tout ceci fait du Palais Garnier un lieu absolument unique. Au-delà du théâtre qui abrite l'opéra, voire des théâtres, parce que l'Opéra Bastille, dans son style, lui aussi conçu par un très jeune architecte, est également un monument incroyable. Au-delà des deux théâtres qui abritent ces activités, l'opéra, c'est un conservatoire de métiers d'art, et aussi un laboratoire de création. Nous nous considérons, en tout cas, au sein de l'opéra, porteurs et porteuses d'un héritage immatériel inestimable à préserver et à transmettre aux générations futures. La maison abrite ainsi 12 ateliers d'artisans d'art au Palais Garnier et à l'Opéra Bastille, dans des disciplines aussi diverses que les costumes, la menuiserie, la tapisserie, la sculpture, les perruques et le maquillage, je dirais même les matériaux composites, même si là on est moins dans la tradition des savoir-faire, mais nous avons à l'Opéra Bastille un atelier composite qui permet d'avoir des décors de très grand volume, dessinés avec beaucoup de précision, avec des qualités de résistance très fortes et de poids remarquables qui permettent de les manier sur scène dans les meilleures conditions. Donc on essaie d'allier, là encore, la tradition, l'innovation, d'allier les différents talents, les différents savoir-faire pour remplir au mieux une mission de création. Pour perpétuer cet héritage immatériel, nous avons d'ailleurs relancé en septembre 2024 un programme d'accueil d'artisans d'art en résidence à l'Opéra de Paris, dans notre académie, que nous avions dû interrompre pendant le Covid et que nous avons pu relancer grâce à des partenariats avec des partenaires privés. Un petit mot, puisqu'on vient au partenariat, un petit mot sur ce partenariat avec Mémoriste. Mémoriste et l'Opéra de Paris partagent l'ambition de transmettre et de valoriser le patrimoine français, de toucher un public le plus large possible en mobilisant des dispositifs à la pointe de l'innovation. Nous nous étions rencontrés au printemps 2023, il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre du salon Viva Technologie, où Mémoriste et Art Graphique et Patrimoine ont présenté, en partenariat avec l'Opéra, le projet, pardon pour
la dénomination anglaise, mais c'était son nom, Heritage Virtual Scene, qui était une offre de création de jumeaux numériques en 3 dimensions de la scène du Palais Garnier. Parmi d'autres, je dirais, le savoir-faire d'AGP en matière de numérisation de monuments historiques ou d'œuvres d'art. Et la grande salle du Palais Garnier avait ainsi pu être numérisée et reconstituée, présentée au public dans un cadre virtuel, expérience qui avait reçu un grand succès et même un prix de l'innovation dans la catégorie culture et divertissement de Viva Technologies. Donc c'était une expérience dont nous gardons, enfin nous côté opéra, un excellent souvenir. Mémoriste, via le soutien de sa maison mère Mobilitas, est également depuis la saison dernière membre Carré Or de l'AROP, l'association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris, qui nous aide à organiser cette petite matinée. Et nous sommes très reconnaissants à Mémoriste de ce soutien. C'est également une raison de plus d'accueillir votre table ronde et de vous permettre cette matinée de découverte et de visite du Palais Garnier que j'espère la plus heureuse possible. Donc bienvenue et merci beaucoup à tous. Et je passe la parole à Laurent Nainty pour vous présenter la matinée. Merci beaucoup, Martin. Déjà, un grand merci. Merci à toi, merci à tes équipes, merci à l'Europe de nous accueillir dans ce fabuleux écrin pour donc la deuxième édition des rencontres du patrimoine mémoriste. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, donc merci pour tout ça. Comme tu le disais, il y a un an, nous lancions ce programme qui est destiné aux experts du patrimoine qui sont en charge de leur conservation et de leur valorisation pour avoir un moment, pour échanger ensemble sur les bonnes pratiques, sur les enjeux de cette conservation. Nous avons eu un franc succès, il faut le reconnaître, et je suis très heureux de voir dans l'Assemblée des visages qui sont revenus donc nous voir pour cette deuxième édition, et je m'en félicite, preuve que nous avions bien travaillé tous ensemble et que nous allons continuer dans ce sens-là. Pour rappel, cette première édition avait été orientée dans le secteur du luxe, thème toujours très porteur, avec notamment des intervenants de très haute qualité, comme Bénédicte Dépiné du comité Colbert. Nous avions eu la maison Ritz, nous avions eu la maison Christophe, NC, on ne va pas les nommer, et The Watch Library, ce qui avait permis de pouvoir vraiment avoir un retour d'expérience très, très positif et très intéressant, et des moments de partage de haute qualité. Donc la barre était quand même positionnée quand même très, très haut l'année dernière. On a relevé le challenge en cette année pour cette deuxième édition qui se fait donc de travailler autour de vous parler des arts de vivre et notamment de 3 domaines de manière beaucoup plus spécifique que sont la gastronomie, les alcools et spiritueux et bien entendu les arts de la table. Le fil conducteur de ce secteur-là est forcément le patrimoine, l'histoire, le savoir-faire, les nouvelles technologies, bien entendu, la modernité. Ce sont des maîtres mots qui reviendront. Martin en a parlé aussi au sein de l'Opéra Garnier. Je pense qu'on trouvera les mêmes fils conducteurs dans ces belles expériences. Donc nous allons, pour faire une table ronde, il faut des intervenants. Donc nous avons la chance cette année d'avoir le président de la Confédération des arts de la table. Nous avons aussi les représentants du patrimoine de très très belles maisons, comme la maison Rémy Martin, comme la maison Saint-Louis, en l'occurrence, et la maison Revol, et enfin Potel et Chabot. Donc, de très très belles marques, de très très belles maisons qui ont pour certains plus de 100 ans et qui ont eu l'occasion, je crois, notamment pour Revol, d'avoir un calendrier qui s'est juxtaposé au nôtre avec une émission le week-end dernier sur leur histoire. Donc, on est vraiment dans la thématique. Donc, c'est assez marrant. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir pu participer à cette table ronde que je sais de très très grande qualité, pour justement partager votre vision, les enjeux à court terme, moyen terme, aussi les difficultés que vous avez rencontrées, parce que c'est le but, entre professionnels, de pouvoir partager ces éléments-là et savoir comment vous les avez surmontés. Tout ça n'aurait pas pu être possible sans les équipes de mémoristes, au sens large. Je les remercie toutes et tous pour l'organisation, la passion qu'ils témoignent dans le patrimoine, dans sa préservation, dans l'organisation aussi de ces événements qui sont énormément de travail pendant des mois, pour avoir une thématique porteuse, avoir des interlocuteurs, des intervenants de qualité. Donc merci à tout le monde pour cette belle organisation.
Et comme une rencontre du patrimoine chez Mémoriste ne se termine jamais ou ne commence jamais sans des ateliers, je vous inviterai à découvrir pardon, excusez-moi, les 2 ateliers où cette année nous avons décidé de mettre en valeur donc un atelier de restauration papier et iconographique. Donc c'est une des nouveautés de l'année 2024. Nous avons intégré une compétence de très très haute qualité concernant la restauration de photos, que je vous inviterai donc à découvrir. Et de la même façon, toujours dans notre dualité de savoir-faire traditionnel avec de la haute technologie, Art Graphique et Patrimoine a pu réaliser des jumeaux numériques, en l'occurrence des collections de verres de la maison Saint-Louis, où vous pourrez voir quelles sont les déclinaisons qui sont possibles à travers ce jumeau numérique. Donc une belle découverte que je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à faire juste après les interventions. Voilà pour ces remerciements qui sont très sincères. Merci à vous. Je vais laisser la parole à notre maîtresse de cérémonie habituelle, Adèle Paria, qui est la directrice des relations extérieures de Mémoriste. Et encore merci à tous les intervenants pour d'être présents aujourd'hui. Merci à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette rencontre du patrimoine dédiée aux arts de vivre. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'un des symboles des arts de vivre à la française, les arts de la table. Et j'ai pour cela le plaisir d'accueillir le président de la Confédération des arts de la table, Thierry Villotte. Alors Thierry, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Très grand honneur, merci. Vous évoluez dans le secteur des arts de vivre et des arts de la table depuis de nombreuses années. Vous avez notamment été président d'une maison de Champagne et vous avez dirigé Guy de Graine en tant que président du directoire. Et aujourd'hui, vous êtes président de la Confédération des arts de la table. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette confédération et de ses missions ? Alors, en quelques mots, la Confédération des arts de la table, c'est une association professionnelle régie par la loi de 1901 qui a pour vocation de réunir à la fois les fabricants d'art de la table et les distributeurs d'art de la table. Alors, art de la table est un mot qui peut être galvaudé, donc je vais être très clair. C'est à la fois ce qu'on va appeler la vaisselle, mais aussi le linge de table, et puis les articles de préparation culinaire. C'est un tout homogène. Voilà. Je reparlerai de art de la table et ce que ça peut vouloir dire. Notre vocation, c'est de représenter l'ensemble de la filière, en particulier auprès des pouvoirs publics, mais aussi de créer du lien entre tous les acteurs, parce qu'il y a des centaines d'acteurs dans notre métier. C'est une filière qui a beaucoup de TPE et de PME, avec des histoires toutes incroyables. On sait que les arts de la table sont étroitement liés à l'histoire, aux évolutions sociétales. Est-ce que vous pourriez nous parler des faits historiques marquants qui ont influencé l'évolution du secteur ? Oui, effectivement, l'art de la table, je disais tout à l'heure, c'est soit ce qu'on va appeler la vaisselle plus communément, soit un art de vivre. Et vous cherchiez une transition tout à l'heure entre toutes les entreprises qui sont là. Il y en a une, c'est le repas gastronomique des Français, qui a été porté par l'UNESCO comme étant une valeur à respecter, qui est à la fois de la gastronomie, un art de vivre, un art de communiquer entre soi. C'est une alliance entre les vins et les mets. Et c'est de l'art de la table au sens de la vaisselle. Donc voilà le fil directeur. On est vraiment dans l'art de vivre. Historiquement, c'est la monarchie qui a créé ça, parce que c'était une manière d'asseoir le pouvoir de la monarchie. Louis XIV, Louis XV ont véritablement donné le là, ce qui a développé à la fois une manière de manger à table, une manière de se comporter à table avec une étiquette, mais aussi de la fabrication de vaisselle. Puis la Révolution est arrivée là. Je suis désolé, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'aller très 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 vite, de parcourir les siècles. La Révolution est arrivée là-dessus. Tous les nobles, une grande partie des nobles ont quitté la France en laissant leur personnel en France, qui s'est retrouvé donc sans activité, et en particulier les chefs de cuisine. Et donc les chefs de cuisine ont créé les premiers grands restaurants français. Et il a fallu à ce moment-là que les entreprises fabricant de la vaisselle s'adaptent à cette nouveauté. On n'était plus sur des grands banquets à Versailles, mais plutôt sur du service dit à la russe et non plus à la française. Donc il a fallu tout réinventer. Après la Révolution, donc il y a eu cette évolution. D'ailleurs, au passage, je souligne que comme il y avait beaucoup de restaurants qui se sont créés en même temps après la Révolution,
eh ben, il a fallu faire un tri là-dedans et est apparu le premier guide pour noter les restaurants. C'était l'ancêtre du Michelin. Et on est là juste après la Révolution. Le 19e siècle est arrivé. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'intimisme. Et il y a une pièce qui est arrivée, qui n'existait pas avant, qui était la salle à manger. On est intimiste, on est dans des petites pièces. Et donc, du coup, le repas change encore sous l'impulsion de la bourgeoisie qui prend beaucoup d'essor. Et à nouveau, à la fois l'étiquette et l'art de la table doivent évoluer. Je prends un exemple. On est dans une petite salle à manger. Il n'était plus question d'avoir ce service à la française et passer au service à la russe, donc avec des plats qui sont séquencés les uns derrière les autres. Et là, de nouveau, il faut s'adapter. La bourgeoisie n'a pas forcément les moyens de s'acheter de l'argent massif. C'est à ce moment-là que M. Christophe invente le métal argenté, par exemple. C'est de nouveau une révolution pour l'ensemble de cet art de vivre, de cet art de la table à la française. Puis j'allais dire, pour aller très vite, la dernière grande évolution, c'est mai 68, pour le caricaturer à peine, c'est la libération de la femme. La femme n'est plus la prisonnière de sa cuisine, elle s'émancipe, le lave-vaisselle arrive, tout change. L'art de la table devient de la décoration et non plus quelque chose qui est codifié. C'est une nouvelle évolution, on a des nouveaux matériaux. Ça nous semble très idiot, mais les couverts en inox, c'est pas si vieux que ça. Hein. L'invention, c'est M. Guy de Graine en 1948. Donc c'est pas si vieux que ça. Et parce que ça rentre dans les nouveautés de la libération de la femme, ça passe au lave-vaisselle, c'est vendu en grande surface, c'est l'avènement de Carrefour à cette époque-là. Et Guy de Graine est vendu chez Carrefour à l'époque, c'est son premier. Donc on est dans une nouvelle vision. Et la dernière vision historique, c'est 2000, l'entrée de la Chine à l'OMC, qui bouscule de nouveau tous les codes. Les produits sont très déco, pas très chers, les gens peuvent en changer régulièrement. On est presque dans une notion de mode. Tout évolue et ça casse de nouveau un art de vivre qui devient très différent. Le repas statutaire disparaît, c'est plutôt l'apéritif dînatoire, c'est le plateau repas devant la télévision. Tout ça change. Ça a beaucoup de traductions. La liste de mariage qui, il y a 25 ans, était quelque chose de très important, a perdu 90% de son chiffre d'affaires en 25 ans. Voilà, donc des changements permanents. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que nos entreprises qui fabriquent la vaisselle, fabriquent l'art de la table, ont su s'adapter étape par étape à toutes ces évolutions majeures. Et on a la chance d'avoir du coup des entreprises qui ont des histoires extraordinaires parce qu'elles ont évolué au fur et à mesure de cette histoire. On parlera tout à l'heure d'une entreprise qui est familiale depuis plus de 200 ans, mais je pourrais parler de notre plus vieil adhérent qui s'appelle La Rochère, qui fabrique des verres, qui a été créé en 1475. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui soient encore vivantes et qui aient été créées aussi précocement. Voilà, c'est cette histoire qui a formaté notre art de vivre, notre art de la table. Alors justement, est-ce qu'au sein de la Confédération, vous accompagnez les entreprises dans la réflexion sur la valorisation de cette histoire ? Alors nous agissons sur un des volets de valorisation qui nous semble essentiel, qui est le tourisme de savoir-faire. C'est la visite des ateliers. La visite des ateliers, ça veut dire que l'entreprise doit d'abord réfléchir à c'est quoi mon patrimoine, rechercher dans son histoire, retrouver les pièces. Alors, la plupart de nos entreprises ont des salles gigantissimes avec des moules, des formes. Il y en a des quantités, mais vous ne pouvez même pas imaginer tant que vous n'avez pas visité. Tout ça prend énormément de place. Donc, il faut aller rechercher dans tout ça. Il faut aller rechercher dans la documentation de l'entreprise. Et pour créer un parcours de visite pour le grand public. C'était quelque chose qui nous semble, nous, essentiel. C'est pour ça que nous le poussons aujourd'hui. Nous avons des très beaux exemples. Alors, il y a l'exemple poussé à l'extrême, qui est une petite entreprise sur la Côte d'Azur que beaucoup connaissent, qui est la verrerie de Biot. Plus de 500 000 visiteurs par an. Et l'essentiel du chiffre d'affaires de la verrerie de Biot est fait sur place au moment des visites.
Mais si je reprends notre exemple, qui est La Rochère, c'est à 1 heure de route d'Épinal. Donc, excusez-moi, pour ceux qui sont de cette région-là, c'est au milieu de nulle part. C'est 70 000 visiteurs par an. Alors, pourquoi on les pousse? C'est parce que c'est une manière de montrer un patrimoine vivant, c'est-à-dire qui a su bouger à travers le temps, qui s'accroche à des savoir-faire qui sont ancestraux, mais aussi qui ont su évoluer avec des mécaniques, avec des techniques qui peuvent aller très très loin. Il y a maintenant des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des défauts. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. La notion d'entreprise du patrimoine vivant est un terme qui a beaucoup d'importance pour nous. Donc nous orientons beaucoup les entreprises en disant ouvrez vos ateliers. À court terme, c'est profitable. Je suis un financier à l'origine, donc je n'hésite pas à le dire. C'est profitable à court terme. Et sur du moyen et long terme, vous êtes en train de convaincre vos clients potentiels de ce que vous savez faire. Et les visiteurs ressortent en disant ces savoir-faire sont incroyables, ça justifie le prix de nos très belles marques françaises. Merci beaucoup d'être venu partager votre vision avec nous. C'était un grand plaisir. Alors nous allons à présent plonger au cœur des stratégies patrimoniales de 4 maisons emblématiques du secteur. Rémy Martin, Saint-Louis, Revol et Potel-et-Chabot. Nous avons la chance d'avoir un panel très varié, avec des maisons issues des secteurs de la gastronomie, des alcools et spiritueux, des arts de la table, des maisons de taille variée, qui pour certaines sont des entreprises familiales, pour d'autres qui appartiennent à de grands groupes français, pour certaines qui sont basées à Paris, pour d'autres qui sont en région. Et donc on va avoir comme ça une multiplicité de regards grâce à nos 4 intervenants. Et je les remercie très sincèrement de venir partager avec nous ce matin leur expérience, leur vision, les difficultés qu'ils rencontrent, leurs plus belles réussites. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Pour commencer... Simplement vous dire, pour ceux qui auraient des questions, de ne pas hésiter à les garder en tête. Nous allons prévoir un temps de questions-réponses à l'issue de la table ronde et vous pourrez bien sûr poursuivre les échanges autour d'un café tout en découvrant les ateliers qui sont donc derrière. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Vous allez voir qu'ils ont des parcours extrêmement riches. Michael Amoussoukousi, vous êtes responsable du patrimoine de la maison Rémy Martin, une maison familiale qui est située à Cognac et qui célèbre justement cette année ses 300 ans. Vous avez un parcours universitaire en histoire des arts et vous avez démarré votre carrière dans l'univers de la sculpture et de la taille de pierre. Vous avez ensuite rejoint Rémy Martin au début des années 2000 en tant qu'ambassadrice de marque. Et là, vous vous êtes passionnée pour l'histoire de la maison et vous avez progressivement évolué vers les métiers de la conservation, de la valorisation. Et je précise qu'aujourd'hui, vous êtes responsable du patrimoine des 2 maisons, à la fois Rémy Martin et Louis XIII, donc avec une vision globale que vous partagerez avec nous. Donia Lagdar Maktoum, vous êtes responsable du pôle patrimoine culturel de la maison Saint-Louis, une maison d'art de vivre, là aussi très ancienne, puisque l'histoire a démarré au XVIe siècle, avec une manufacture qui est basée en Moselle. Vous avez un parcours universitaire en littérature française, en médiation numérique, et vous avez rejoint Saint-Louis il y a 12 ans. Et je précise qu'en tant que responsable du pôle patrimoine culturel, vous êtes en charge de la conservation préventive, de la valorisation et des expériences de visite Saint-Louis. C'est vraiment l'une des spécificités et ce sera également très intéressant d'explorer ce sujet. Hélène Latou, vous êtes responsable du patrimoine chez Revol, une maison qui existe depuis 1768, qui est basée dans la Drôme, spécialiste de la porcelaine. Vous avez un parcours d'historienne de l'art, vous avez travaillé durant 15 ans dans des musées de France, notamment à la Piscine à Roubaix en tant qu'administratrice générale. Et puis, vous vous êtes intéressée à la céramique, au design, et vous suivez actuellement un parcours un petit peu atypique puisque vous êtes doctorante, un doctorat qui est hébergé par la Maison Revol, en lien avec l'Université de Saint-Étienne. Donc vous avez cette double approche à la fois assez opérationnelle et en même temps de recherche. Et Stéphane Lévesque, vous êtes directeur des relations extérieures de Potel-et-Chabot. Vous connaissez très bien l'opéra pour y organiser beaucoup de réceptions de prestige. Une maison qui a été fondée en 1820.
Vous avez démarré votre carrière dans l'univers plutôt agroalimentaire avant de rejoindre Potel et Chabot. Et vous êtes à la fois directeur de la communication, du marketing, du développement, et vous avez dans votre périmètre le patrimoine. Voilà, merci encore à tous les quatre d'être à nos côtés ce matin. Alors, une première question pour commencer, qui est une question un petit peu anecdote à partager avec tous ces passionnés d'histoire qui sont présents ce matin. On est à l'Opéra, un lieu exceptionnel, et certains d'entre vous, certaines maisons ont des liens avec l'Opéra. Ce serait intéressant que vous puissiez nous partager quelques anecdotes. Et on s'est rendu compte en préparant la table ronde que vos maisons, entre elles, avaient également des liens historiques. Voilà, si vous voulez bien partager avec nous quelques petites anecdotes sur ce qui vous relie à l'Opéra, et je me tourne vers vous, Stéphane, puisque les liens entre Potel et Chabot et l'Opéra sont plus que étroits et pérennes. Oui, tout à fait. On intervient très régulièrement à l'Opéra de Paris, à peu près 40 ou 50 fois par an. Dans le cadre du groupe, alors la maison Potel, mais également la maison Sinclair. D'ailleurs, on a même notre nom qui est sur cette belle plaque de marbre ou de pierre, donc c'est assez ancien. Alors on intervient sur des formats très, très variés, des grands dîners de gala de 1000 personnes. Pour préparer cette table ronde, on a recherché dans nos archives, on a retrouvé un menu de 1934 pour le bal des petits lits blancs. Puis on peut organiser aussi des événements privés. Un anniversaire de mariage, 2 personnes qui privatisent l'opéra. Un autre mari très amoureux de sa femme qui a fêté ses 40 ans en invitant 350 personnes. Donc messieurs, vous voyez, on peut faire plein de choses à l'opéra. Et on intervient aussi pour des entreprises, bien évidemment, et dans des lieux atypiques. 30 couverts dans la salle. Alors elle a un nom, salle sous la rotonde. Elle a un nom particulier, je crois qu'on ne peut plus intervenir d'ailleurs maintenant. Salle de la rotonde sous cave. Donc on est dans les sous-sols, et là on avait fait un événement incroyable en descendant un piano, il y avait des bougies suspendues. Enfin voilà, on pourrait écrire un livre sur l'opéra Potel. De votre côté, Hélène, vous avez retrouvé aussi des choses intéressantes sur les liens avec d'autres maisons. On intervient avec certaines maisons, bien sûr. Oui. Voilà. Je m'étais concentré sur l'opéra. Bien le poser sur le menton. Et de votre côté, Donia? Bonjour à tous et à toutes. Pour continuer, après Hélène, on a également retrouvé dans nos archives le fil de la fidèle amitié entre Saint-Louis et Rémy Martin, qui remonte aux années 60. Et justement, quand on parle d'art de vivre, d'art de la table, c'est au moment où Saint-Louis crée cette catégorie de services de dégustation de spiritueux. Et donc notamment la magnifique carafe Louis XIII, et avec une jolie anecdote que je laisserai à Michael le plaisir de raconter autour d'un récent projet, l'Odyssée d'un roi. Bonjour à tous. Oui, en effet, je confirme, Rémy Martin s'invite à toutes les grandes tables, donc forcément, nous avons des collaborations, autant avec Stéphane, avec la Maison Revol ou avec la Maison Saint-Louis. Et en effet, pour moi, c'était vraiment formidable de pouvoir rencontrer ces personnes pour notre préparation, puisque, voilà, grâce à Hélène, j'ai avancé sur l'histoire de certains flacons, de certains objets également publicitaires, comme des cendriers. Et puis, voilà, avec Donia, c'est aussi ce partage de l'anecdote sur l'Odyssée d'un roi. Donc, c'est une magnifique malle qui contient donc un flacon. Donc là, on a convoqué de très grandes maisons. Donc, un magnifique flacon de cognac Louis XIII. Donc, les eaux de vie sont bien entendu sublimées dans ce merveilleux flacon. Et pour l'anecdote, nous avons donc un flacon qui est gravé. Donc, Donia pourrait donner plus d'éléments, mais nous avons également des verres gravés avec des cartes du monde qui évoquent l'Asie, les Amériques ou l'Europe. Et là, lors de notre projet de valorisation sur le nouveau parcours de visite, nous avons une œuvre d'art, une conception, et nous devions exposer un verre gravé. On voulait rendre hommage à cette odyssée d'un roi. Et là, la grande difficulté, c'était de pouvoir avoir un verre gravé.
j'ai contacté les équipes Saint-Louis et la chose exceptionnelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul talent qui est capable d'exécuter ce verre. Et j'ai eu la chance de pouvoir en récupérer un par l'intermédiaire de notre service développement packaging, mais il est impossible aujourd'hui de renouveler cette œuvre d'art. Donc l'œuvre est unique, elle est exposée, on ne pourra jamais retrouver un verre gravé de la sorte. Voilà, c'est le talent de certains qui est vraiment unique, exceptionnel, et cette transmission dans nos métiers est indispensable. Alors, vous représentez 4 maisons qui ont structuré, professionnalisé la gestion de leur patrimoine. Est-ce que vous pourriez nous parler de la façon dont cette dynamique est née en interne? Et je me tourne vers vous, Hélène. Je dirais qu'au sein de la maison Revol, l'impulsion au départ de la constitution de ce service patrimoine, elle est certainement liée à la dimension familiale de la manufacture, qui a 256 ans aujourd'hui. Et l'histoire de la manufacture, comme l'histoire de la famille, était jusqu'alors transmise de façon à l'oral, avec évidemment des incohérences de dates, des périodes de troubles. Et lorsqu'Olivier Passot, notre actuel président, qui représente la 9e génération de la famille fondatrice, a pris la présidence de la manufacture, son souhait a été vraiment de pouvoir asseoir la marque Revol sur une histoire qui soit vérifiée, qui soit cautionnée par un travail de recherche scientifique. Donc ça a été un élément qui soit fort pour retrouver un enchaînement des généalogies, pour retrouver des marqueurs clés, pour retrouver la façon dont la production, en tout cas, a évolué avec des marqueurs temporels qui soient forts. Et c'est ainsi qu'il a demandé que le service patrimoine s'est constitué. Le travail de recherche a quand même très vite commencé avec un élément qui a été fort pour le service patrimoine, c'était de mettre une vérité sur la date de naissance de l'entreprise qui n'était pas justifiée. En tout cas, il n'y avait pas d'élément qui pouvait justifier la date de l'époque, qui était 1789. En revanche, en 1768, c'est vraiment, il y en a un acte de mariage qui permet de justifier du ralliement des 2 capitaux et du coup de la fondation de la société. Donc c'était quand même quelque chose de fort, puisque l'entreprise s'apprêtait à fêter ses 220 ans, puis finalement on a attendu 4 ans pour fêter les 250 ans de la manufacture. Et l'autre élément, je dirais, c'était vraiment l'accumulation de tous ces objets, énormément de céramique, mais aussi des arts graphiques, des machines, énormément de moules. Et il y a une certaine urgence, en tout cas, à sauvegarder ce patrimoine et en tout cas à mieux le connaître et pourquoi pas le valoriser. Et c'est comme ça que le service patrimoine a été fondé au sein de la manufacture. Donc on comprend qu'initialement, le fait que Revol soit une maison familiale a été déterminant et que cette vision a été portée par la famille. Je crois que c'est un petit peu pareil chez vous, chez Rémi Martin, Michael. Oui, absolument. C'est cette notion familiale qui nous donne aujourd'hui ce riche patrimoine. La maison, donc, comme vous le disiez, a été fondée en 1724, à 300 ans cette année. Et c'est donc à la tête de cette maison, il n'y a eu que 2 familles. Donc très peu de lacunes dans les archives, puisque ces familles ont toujours des familles d'origine vigneronne, et avec certainement cette culture charentaise où on conserve tout, on cache derrière les grands murs charentais dans nos chais. Et c'est vrai que la protection du patrimoine est due à cette notion familiale. L'histoire du patrimoine, comme on l'entend aujourd'hui, est plutôt née dans les années 80, à la fin des années 80, lorsque Madame Dominique Herrière-Dubreuil prend la présidence de la maison. Donc pour l'anecdote, d'ailleurs, Dominique Herrière-Dubreuil a été directrice du comité Colbert de 1994 à 1998. Et Dominique Herrière-Dubreuil était une professionnelle de la communication. Et lorsqu'elle arrive à la tête de la maison, elle annonce son credo « Notre histoire est belle, il faut la faire vivre ». Et elle va déployer les moyens, en fait, très rapidement. Et les 2 premières actions qu'elle initiera, ce sera d'écrire un livre, L'Esprit du Cognac. Voilà, un livre qui retrace l'histoire de 1724 aux années 90, et également d'ouvrir le site de production au public. Voilà, une première visite, ça c'est tout nouveau sur Cognac. On ouvre nos portes, les portes des chais, on explique l'élaboration. Et du coup, le patrimoine a vu naître une première action autour de la photothèque et autour de recueils de témoignages pour créer ce livre. Et ensuite, je raconterai la suite tout à l'heure. Vous évoquez ce livre dont on comprend l'importance et on a hâte de savoir la suite. Pour vous aussi, Stéphane, la rédaction, la création d'un livre a été très importante et voire même un déclencheur. Ah oui, ça a été très nettement le déclencheur de la professionnalisation
va appeler ça un département patrimoine parce qu'il y a 2 personnes, même une. Mais en revanche, on a aussi, nous, la chance d'avoir été une maison familiale pendant très très longtemps. Et si on a pu faire ce livre et si on a ce patrimoine, c'est parce qu'il y a eu ce réflexe depuis très très longtemps de collectionner tous ces menus. On a des menus très anciens. Je me tourne vers Julie. Le premier menu qu'on a, c'est 1856. Bon, c'est pas mal pour une maison qui est née en 1820. Voilà, donc on a quand même ce patrimoine-là, même s'il n'était pas structuré, il n'était pas bien stocké, il n'y avait rien de bien fait, mais il était là. Et on parlait tout à l'heure du fait que certaines maisons appartiennent à de grands groupes, donc c'est le groupe Accor que vous avez rejoint récemment. Alors qu'il nous a définitivement rejoint il y a 1 an, puisqu'ils ont pris l'intégralité du capital de l'entreprise, mais ils étaient déjà dans les murs depuis 5-6 ans, ils étaient déjà un petit peu dedans, mais maintenant on est 100% Accor, absolument. Et pour vous, Saint-Louis, c'est une autre très belle maison, Hermès, que vous avez rejoint il y a à peu près une vingtaine d'années. Dans les années 90, en effet. Et donc ça aussi, pour vous, ça a marqué quelque part le lancement de la réflexion sur la structuration du patrimoine. Absolument. Alors si effectivement Saint-Louis est aussi une maison familiale, c'est une maison de savoir-faire également, comme pour nous tous, de savoir-faire qui ont commencé à se transmettre au XVIe siècle, comme vous le disiez tout à l'heure. Et dans les années 90, en fait, le patrimoine se constitue par la centralisation finalement d'objets, d'archives qui étaient présentes sur site. C'est dire qu'en fait les métiers, les savoir-faire ne s'écrivent pas et finalement se transmettaient. Et la continuité était assurée par le fait de garder un exemplaire, 2 exemplaires, déjà de constituer une mémoire en fait qu'on a centralisée dans les années 90 et dédiée à la création, à l'inspiration de la création, autant qu'interne que de l'art contemporain, par exemple. Donc on parle de professionnalisation du patrimoine dans vos maisons. D'un point de vue opérationnel, comment ça s'est manifesté et comment s'est déployée cette structuration du patrimoine en interne chez vous, Stéphane? En fait, ça a démarré un petit peu quand même avant le livre. Moi, je suis arrivé en 2004. Il n'y avait pas de direction marketing communication. C'était l'assistante du président qui gardait jalousement les menus, même les visuels, les photos. Personne n'avait accès à rien. Et donc, quand j'ai pris ces fonctions-là, on s'est vite aperçu que les commerciaux avaient besoin de personnaliser leurs offres commerciales et de les illustrer par des visuels. Et donc, il fallait qu'on puisse avoir un outil qui permette de leur donner accès à toute cette richesse-là. Je ne parle même pas des menus, là, c'était juste des photos. Et donc, là, j'ai recruté en CDD un documentaliste archiviste, une femme très compétente. On a rédigé, créé tout le thésaurus. Et on s'est doté d'un outil professionnel pour créer donc cette photothèque, donc 2008. Et effectivement, quand en 2018, donc 10 ans après, alors entre les deux, malheureusement, comme souvent, le CDD s'est arrêté, il n'a pas été renouvelé. J'ai essayé de le faire vivre en prenant des stagiaires, donc des stagiaires documentalistes archivistes, ça c'était pas trop mal. Puis après, ils n'avaient pas forcément cette culture, cette expérience-là. Et quand bien même ils l'avaient, quand vous changez régulièrement tous les 6 mois ou tous les ans, de documentaliste, je ne vous fais pas de dessin, c'est pas évident pour avoir une certaine continuité, même si on a mis des guidelines, c'est un peu catastrophique. Et donc quand le président en 2018 vient me voir et me dit on va faire un livre sur les 2 ans de la maison, je veux un livre magnifique. Très vite je suis retourné dans son bureau, je dis écoute c'est super, mais alors si on veut le faire en moins de 2 ans, c'est non négociable, il faut qu'on crée cette fonction de documentaliste archiviste. Parce qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui soit dédié à temps plein sur le sujet pour pouvoir désarchiver et ressortir tous les menus, parce on y allait de temps en temps dès qu'on avait un besoin, on ouvrait des cartons, on ouvrait des boîtes, on en sortait un, on le remettait, mais c'est impossible quand on voulait vraiment faire un travail de fond. Et en plus ils étaient très mal stockés dans des pochettes plastiques, dans des classeurs, qui collaient, tout était parfait. Donc là, on a vraiment, c'est pour ça que le livre a vraiment été le déclencheur pour professionnaliser un peu ce département. Malheureusement, notre anniversaire, on est né en 1820. 1820, 200 ans après, on est en 2020. Inutile de vous rappeler ce qui s'est passé en 2020. Le Covid, dans nos métiers, tout s'est arrêté. Plus d'événements, plus de chiffre d'affaires, tout le monde au chômage partiel. Donc ça a mis un petit coup d'arrêt à tout. Et puis, sorti du Covid, il a quand même fallu réorganiser un peu l'entreprise. Et malheureusement, cette personne s'est vue confier d'autres missions. Alors, elle avait un tout petit bout encore sur le patrimoine, mais comme c'est ce qui l'intéressait, malheureusement, elle nous a quittés.
Et puis maintenant, il n'y a plus personne. C'est la vie des entreprises. Alors, plus personne, c'est un petit peu dur. Julie, qui était à mes côtés, qui m'avait aidé dans la création du livre, qui se passionne aussi par notre histoire, dès qu'elle a un petit peu de temps, elle scanne, elle enrichit, elle indexe les menus. Mais bon, on essaie de faire, de maintenir à flot l'outil qui est quand même conséquent, parce qu'on a quand même dans la photothèque aujourd'hui 6000 documents historiques qui représentent à peu près 2500 menus, 15 000 photos et une petite centaine de vidéos. Voilà. Oui, donc cette photothèque est très structurante. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous, Rémi Martin, ça a été un des points de départ? Oui, absolument. Donc, comme je l'expliquais précédemment, c'est dans les années 90 que tout commence à s'agiter, et donc pour l'écriture de ce livre. Et en effet, Madame Dominique Carrière-Dubreuil va recruter une personne en charge de la photothèque et de la collecte, de toutes les actions en fait d'une responsable de patrimoine. Cette personne va conserver au mieux, et cette photothèque sera confiée ensuite aux personnes du service documentation au sein de la maison. Ensuite, l'évolution, c'est dans les années 2010, le patrimoine va vraiment prendre une autre tournure. La photothèque est professionnalisée. Nous équipons donc le service d'une photothèque digitale, et nous pouvons communiquer à tous nos collaborateurs, puisque étant une maison internationale, nous avons beaucoup d'envois à l'étranger, en Chine, aux US. Et auparavant, on gravait des CD. Encore avant, on envoyait des diapositives. Voilà, donc là, le digital arrive et nos métiers sont simplifiés. Donc là, c'est la partie photothèque. Et donc, à cette même époque, dans les années 2000... Alors, pardon, pour la photothèque, aujourd'hui, nous avons environ aussi 15 000 médias, films, photos, etc. Et dans les années 2011, le service aussi commence à proposer ses services aux équipes de la maison. Voilà, on commence à faire du conseil, de l'expertise aussi sur les produits avec la direction de l'œnologie. Il est nécessaire d'apporter des éléments aussi au service juridique. Donc petit à petit, l'activité du service patrimoine évolue, et ensuite jusqu'à la création d'un poste à plein temps, et pour lequel je me dédie à partir des années de 2014. Voilà. Et je dirais que nous avons aussi débuté dans ces années-là un gros travail, puisque depuis le départ, nous parlions des 300 ans d'histoire. Voilà, que nous allions célébrer en 2024. Donc un travail avec les équipes d'Arkenum, bien entendu. C'était précieux pour moi de me rapprocher de professionnels pour réaliser un grand inventaire, pour également numériser. Voilà, la numérisation, nous l'avons débuté en 2016, première campagne de numérisation, donc très utile. Pendant cette période Covid, justement, nous avons eu accès à toutes nos archives, on a pu continuer l'activité. Et puis là, pour la valorisation des 300 ans, tout était fait. Donc c'est un service qui grandit, et c'est une chance. Vous avez également, Donia, eu la chance de voir grandir un service tout au long de vos 12 années chez Saint-Louis. Oui, absolument. Alors, si je vous disais tout à l'heure, le patrimoine naît du fruit de la centralisation, finalement des objets exceptionnels et des archives présentes à la manufacture. 10 ans plus tard, à peu près 10 ans plus tard, on a déjà un premier acte de valorisation très fort, qui est l'inauguration de notre musée, qui aujourd'hui partage le toit de la manufacture, le musée Saint-Louis, en présentant plus de 2000 pièces anciennes. Donc ça a été déjà aussi le premier acte après un grand inventaire. Moi, j'arrive en 2012 aussi par le biais de la mise en place d'une photothèque à Jarris, sous la bonne augure de la maison Hermès. Et on va en fait intégrer la numérisation comme action de conservation préventive, sachant qu'à partir de là, conservation préventive et valorisation vont ensemble. Il fallait que chacune des manipulations puisse donner lieu en fait à un contenu informatique qui permette de documenter les projets de la maison, mais aussi de documenter la médiation par notre accueil du grand public toute l'année, autant au musée qu'au travers du parcours de visite des ateliers de la manufacture. Ensuite, on a en 2014 l'inscription en fait, d'un dialogue entre art contemporain et patrimoine au sein du musée, en partenariat avec la Fondation d'entreprise Hermès.
où une institution culturelle locale est invitée à mettre en dialogue les artistes, les savoir-faire, la matière ou l'environnement, puisqu'à Saint-Louis, on a aussi cette chance d'avoir un patrimoine matériel, donc notre collection du patrimoine, immatériel, donc par la visite des ateliers, on se rend compte de ce patrimoine vivant, et aussi un patrimoine architectural et paysager, puisqu'on est depuis plus de 430 ans inscrit au sein de la même vallée qui a ancré les métiers grâce aux ressources naturelles. Et de votre côté, Hélène, le scénario est assez atypique, puisque la structuration, au départ, s'est faite avec 2 anciens de la maison qui sont revenus pour Oui. se pencher sur l'histoire de Revol. Oui, tout à fait. L'idée, c'était ce que j'exprimais tout à l'heure, à la fois le souhait de pouvoir documenter l'histoire et en même temps, effectivement, de prendre en charge tous ces objets qui avaient été centralisés. Et le service patrimoine est né effectivement à travers la présence de 2 anciens ouvriers qui avaient travaillé pendant 45 ans au sein de la manufacture, dans différents ateliers, et qui venaient de partir à la retraite. Et très heureux de pouvoir réinvestir les lieux, mais d'une façon différente. Ils sont rentrés à la fois dans cette espèce de caverne d'Ali Baba qui regroupait tous les objets. Aujourd'hui, on dit qu'on a à peu près 25 000 objets, plus de 10 000 moules et au moins 2 000 pièces d'art graphique, plus les machines, etc. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés dans cette caverne d'Ali Baba en se disant, mais nous, avec nos 45 ans de métier, on va pouvoir assez vite faire une évaluation, en tout cas, de cette collection-là. Bon, l'inventaire n'est pas encore terminé aujourd'hui, on est plus de 10 ans plus tard. Mais donc, il y a vraiment eu cette double mission, à la fois de documentation de l'histoire, avec des recherches historiques, et vraiment de lancer un inventaire des collections. Après, effectivement, c'est quand même des métiers nouveaux pour ces 2 Claude qui étaient anciens ouvriers de la manufacture. Donc en 2011, ils ont commencé à faire leurs recherches. En 2014, une muséologue extérieure à la manufacture est venue accompagner le service patrimoine pour former à des méthodologies d'inventaire, d'archivage, de valorisation des collections. Et puis un autre élément qui a été précieux à ce moment-là, c'était vraiment de réussir à trouver des espaces. Dieu sait si l'espace est quand même une denrée rare dans une usine, donc de pouvoir vraiment identifier des espaces pour le patrimoine, qui sont des espaces qui sont vraiment très importants pour l'histoire de Revol, parce que ce sont les anciennes caves à terre dans lesquelles étaient stockées les matières premières. Et aujourd'hui, c'est vraiment des anciennes caves dans lesquelles sont stockés les produits, donc les objets en céramique, mais aussi les anciens moules, les moules historiques de la manufacture. Et puis, en 2018, arrivent les 250 ans de la manufacture. C'était vraiment l'occasion de pouvoir travailler sur des premières valorisations, un site internet, des outils de communication, et puis des premiers livrets qui recensent et documentent l'histoire de la manufacture et de la famille. Donc ça, c'était une étape importante. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même bien avancé sur l'inventaire, parce que sur les 25 000 pièces à inventorier, il y en a 22 000 qui sont déjà inventoriées. Dans les arts graphiques, la moitié des collections à peu près sont inventoriées. Il nous reste encore des gros chantiers, notamment sur les moules et puis sur la valorisation de ces collections-là. Mais aujourd'hui, en plus du coup de ces collections-là, on a un espace qui est identifié au sein de l'usine grâce à ces caves dans lesquelles on accueille du coup les salariés de l'entreprise, et c'est un lieu de partage et de transmission patrimoniale aussi. Et la manière dont a été constitué le service patrimoine avec ces 2 anciens ouvriers perdure aussi, parce qu'aujourd'hui, on a accueilli une nouvelle ouvrière qui était l'animatrice de l'atelier décor, qui a rejoint l'équipe patrimoine depuis janvier. Donc c'est aussi une transmission qui perdure dans ce temps-là et qui est vraiment précieuse, parce que on a tous le défaut de ne pas beaucoup documenter nos objets, nos process, etc. dans une entreprise. Et du coup là, c'est vraiment une transmission orale qui vient s'ajouter à cette documentation qui existe et qui permet de véhiculer aussi autre chose au sein des visites du patrimoine. Alors en vous écoutant, on comprend que vous menez un travail titanesque pour centraliser, inventorier, mettre à disposition ce patrimoine. Et justement, j'en viens à la mise à disposition de toute cette matière pour d'autres services en interne. Comment est-ce que vous venez nourrir finalement d'autres services de vos maisons? Donia, par exemple. Oui, effectivement. Alors à Saint-Louis, on compte 700 000 unités d'archives et 7 000 objets pour la collection. Donc on va les mettre à... Alors c'est un patrimoine qui n'est pas en accès libre, qui est privé et confidentiel. Donc en fait, avec nous, en tout cas nos collègues, on travaille sur demande, et on a une salle de consultation où on va présenter un échantillon du patrimoine qui puisse nourrir le projet. Puisque par conservation préventive, on entend effectivement le fait de préserver les collections en les manipulant le moins possible déjà. Et puis leur étude aussi, donc qui nous permet finalement de pouvoir mettre des échantillons à disposition au sein de cette salle de consultation dans les locaux du patrimoine.
Alors, Michael, en préparant cette table ronde, vous me disiez que finalement, vous êtes presque à la tête d'une plateforme au service de la maison. Exactement. Aujourd'hui, il y a une attente de la part des collaborateurs, que ce soit en France ou sur les marchés, d'inspiration, en fait, d'authenticité aussi. Le patrimoine vient asseoir la légitimité des marques. Donc, comme je le disais, je travaille pour les deux directions, Rémi Martin et Louis XIII. Et aujourd'hui, il est essentiel de prouver tout ce que l'on dit et d'inspirer aussi. Ce qui fait que le patrimoine, voilà, c'est, comme je le dis, une plateforme de service. On est un pôle de recherche. Ça, c'est une grosse part de notre activité. Il y a évidemment l'activité de l'archiviste, un classique, les 4 C, la collecte, la conservation, la communication. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de faire ces recherches. On parle d'un travail exploratoire, puisque nos directeurs de marque nous demandent, enfin nos directions de marque nous demandent vraiment de connaître l'ADN des produits. Donc le service patrimoine se mobilise sur les sujets divers et variés dont les uns et les autres ont besoin. Donc on inspire beaucoup, on travaille beaucoup avec le service marketing et communication. On accueille au sein du patrimoine les équipes. On travaille beaucoup aussi avec le service juridique, comme je le disais, pour asseoir la légitimité des marques. Un travail aussi avec la qualité, le développement packaging. Et voilà, je dirais qu'on est aussi là pour le brand knowledge. Il est essentiel aussi de transmettre cette culture d'entreprise, de donner cette envie d'appartenance en fait que tous doivent avoir. Donc on communique donc grâce aussi à un outil, puisqu'on a professionnalisé le service et nos divers et variés tableaux Excel sont aujourd'hui tous réunis dans un outil que nous utilisons depuis l'année 2018. Voilà, mis en place avec les équipes d'Arkenum. Ça a été un formidable travail. Donc, après l'inventaire, il fallait un outil. Et cet outil nous permet de valoriser le patrimoine. On a un onglet qui nous permet de proposer des expositions virtuelles, par exemple, à nos collaborateurs. On écrit également une gazette du patrimoine que l'on communique à travers donc, notre réseau intranet. Et puis, des le saviez-vous. Toute anecdote peut être inspirante et motivante pour les équipes. Alors, vous parliez tout à l'heure de culture d'entreprise et le patrimoine est un socle extrêmement solide pour créer cette fierté d'appartenance. Est-ce que vous avez peut-être mis en place des parcours d'intégration chez Revol ? Oui, je dirais que je me reconnais assez bien dans l'idée d'être un service au service des services. Et effectivement, les différents départements de la manufacture avec lesquels le service patrimoine travaille le plus régulièrement, c'est effectivement à la fois les ressources humaines, puisque à chaque intégration d'un nouveau salarié au sein de la manufacture, le temps au patrimoine est un temps marqué dans son parcours d'intégration. Et c'est toujours un moment très riche, en tout cas, de rencontres et un élément fédérateur, en tout cas, dans l'intégration de la personne au service patrimoine. Je dirais qu'on travaille aussi avec les commerciaux pour toutes les visites un peu particulières de clients privilégiés. Et puis évidemment avec la communication pour nourrir la communication de la marque. Et le quatrième point qui est vraiment important, c'était vraiment de faire un patrimoine vivant et de lier la tradition à l'innovation. C'est un vrai travail avec le design interne de chez Revol, mais aussi avec les créateurs extérieurs qui viennent chez Revol et pour collaborer avec la manufacture. Effectivement, la visite du patrimoine fait partie vraiment des temps forts. Et souvent, elle est accompagnée ensuite d'échanges, de documentation, etc. Chez Potel et Chabot, on comprend, Stéphane, que vous portez le sujet, vous êtes personnellement très impliqué pour qu'il vive. Mais comment est-ce que c'est reçu en interne par d'autres services ? C'est une bonne question, il faudrait presque leur demander. La première difficulté que l'on a, nous, comme vous l'avez compris, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens ni la même dimension sur ce sujet du patrimoine. C'est de récupérer en fait les menus. Donc on a déjà un travail de sensibilisation qu'on fait avec des piqûres de rappel plusieurs fois par an auprès des commerciaux, mais des cuisiniers, des pâtissiers, des maîtres d'hôtel, enfin tous les gens qui sont sur les événements pour leur demander de nous remonter les menus. Parce que c'est vrai qu'un menu aujourd'hui, on se dit, bon, il n'a rien d'extraordinaire, mais le patrimoine de demain, on le construit aujourd'hui. Et ça, avec des populations un peu jeunes, ce n'est pas un réflexe évident. Donc on fait voilà, ce qu'on peut. Et puis après, la mise à disposition, elle est vraiment par le biais de l'outil Photothèque. Tous les services y ont accès. Alors, on a changé d'outil justement à l'occasion du livre, encore une fois, pour avoir un outil un peu plus souple, un peu plus facile, et pouvoir aussi donner des accès à l'extérieur avec bien sûr, c'est pas open bar, mais on peut délivrer des droits. Et donc en interne, tous les services y ont accès, et c'est essentiellement les commerciaux qui vont l'utiliser pour, là encore, utiliser leurs offres commerciales. Alors, vous représentez 4 maisons qui reposent sur la mémoire, et je pense à la question de la mémoire orale.
Est-ce que ça fait partie des stratégies que vous mettez en place chez Revol? Je crois que vous menez un travail voilà, assez ambitieux en la matière. Chez Revol, on a eu la chance de trouver dans les documentations des archives vraiment très poussées sur des programmes de formation. Il y avait des vidéos, des captations de gestes de chacun des ateliers. Alors évidemment, il faudra le remettre à jour, mais pour l'instant, on n'est pas encore trop loin de la réalité. C'est un travail qui a été très long, qui a mis 4 ans à sortir de terre en tout cas, et qui constitue aujourd'hui quand même une archive très précieuse. Et après, en parallèle de ça, on fait des collectes de témoignages à chaque départ en retraite ou dans des événements un petit peu spécifiques, l'après-Covid ou des moments comme ça. Aujourd'hui, c'est pas encore très formalisé. On aurait quand même encore besoin de formaliser et plus de temps pour pouvoir mener à bien certaines actions. Mais c'est quelque chose qui existe, qui mériterait d'être formalisé, c'est certain. De votre côté, Michael, je reviens à la thématique du livre anniversaire parce que c'est ce qui a été un petit peu le déclencheur d'une campagne de collecte orale en interne. Absolument. À l'époque, donc la personne qui était en charge de ce projet s'est rapprochée des anciens et des actifs et a recueilli leurs témoignages. Donc aujourd'hui, on a des petites cassettes. En fait, ce sont des supports qui ont été très bien conservés, d'où aussi la numérisation. Nous, voilà, on a besoin de digitaliser tous ces supports. Et donc cette campagne d'interview, nous l'avons poursuivie dans les années 2012, de 2012 à 2014, toujours en prévision. Nous étions 10 ans avant les 300 ans et nous savions qu'il était nécessaire de recueillir le témoignage des uns et des autres, que ce soit, donc c'est un panel très différent, des personnes de la production, de la direction, les viticulteurs partenaires. Et là, nous recommençons une nouvelle campagne de numérisation, justement pour recueillir le témoignage de ceux qui viennent de vivre ces 300 ans. Et puis nous préparons les 300 prochaines années. Est-ce que pour vous aussi, le livre a été l'occasion de réfléchir à la mémoire orale ? En fait, vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, j'aurais dit non. Et puis vous nous avez forcé à nous replonger un peu dans cette histoire du livre. Et effectivement, en reprenant les notes et mes petites archives, on a réalisé une 30aine d'interviews auprès d'anciens collaborateurs, de retraités, de collaborateurs actifs, d'anciens clients, de clients actifs. Et on retrouve 33 citations dans le livre. Et on s'est dit justement qu'il fallait qu'on crée un nouvel onglet dans cet outil photothèque, mémoire orale, pour déjà retrouver tous ces témoignages qui sont quelque part dans une petite boîte et donc les pérenniser quelque part. Donc vous voyez, on n'a même pas fait notre travail. Et puis peut-être, il y a plein d'idées là, qui viennent à l'esprit. Donc voilà, grâce à vous, on va peut-être faire d'autres choses. Parce qu'on est sur un métier à complètement de transmission de savoir-faire, très manuel. Même les recettes ne sont pas forcément toutes écrites de A à Z. C'est une multitude de personnes qui savent faire parfaitement des tâches. Et au bout du compte, vous avez un produit magnifique, mais il y a beaucoup de choses à consigner. Et alors ce produit magnifique, comment est-ce que vous le partagez en externe? Quelles sont les actions de valorisation? On a parlé du livre et vous allez nous en parler plus longuement, mais est-ce que vous avez d'autres actions de valorisation qui sont menées? Alors la dernière en date, c'est le tournoi de Roland-Garros l'année dernière, au mois de juin. On a la chance, alors on est fournisseur du stade, mais au-delà de ça, on a un espace au village où on reçoit tous nos clients. Et à l'initiative de notre nouveau président, on a exposé une 30aine de menus encadrés. Et les clients ont trouvé ça absolument incroyable. Donc ça, c'était la dernière chose en date. En 2023, nous avons participé à une très belle exposition Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours, qui était superbe, très très bien faite. Et là, on a également prêté des documents. Fin 2021-2022, là, on a beaucoup travaillé aux côtés d'Universcience sur une très belle exposition sur le banquet. Là, on était vraiment dans notre cœur de métier. Et là aussi, on a prêté des documents. Et puis après, le livre. Le livre, il faut nous en dire plus. Ah, le livre, il est magnifique, hein, je vous invite. Il est encore en vente, il y a encore quelques exemplaires. Non, c'était un très beau projet, un peu stressant, parce que quand vous êtes le patron de la com, votre président vient vous voir et vous dit on va faire un livre magnifique sur les 200 ans, qui n'a jamais eu de livre sur l'histoire de la maison, ce qui est assez étonnant, parce qu'on a une histoire hyper riche. Il y a eu 2 tentatives qui ont avorté. Donc vous êtes face à une feuille blanche, et là vous dites on ne peut pas se rater, quoi. Et là, l'idée, c'était de faire je voulais sortir en fait un peu des codes du livre anniversaire classique. On voulait que ce soit un document. On voulait le remettre à nos clients déjà. Je trouvais intéressant qu'on puisse le mettre en vente aussi, parce que je trouve que s'il y en a qui l'achètent, ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui est pas trop mal.
Et donc, on est parti sur un document assez original qui n'est pas construit du tout sur, on va dire, les différentes étapes de la maison. Il s'architecture autour de 6 grandes parties sur des thèmes qui sont chers à notre métier, donc la gourmandise, la féerie, Paris, qui sont introduites par une citation historique. Il est très illustré. Sur un peu moins de 200 pages, on a 220 illustrations, dont 90% proviennent de nos archives, ce qui, là encore, illustre bien le fait que si demain vous voulez réaliser un ouvrage très documenté et que vous n'avez pas anticipé et structuré votre fonds patrimonial, bon, rien n'est impossible, mais c'est quand même assez compliqué. On voulait quand même de l'histoire. Alors, l'idée, ça a été de... Je ne vais pas vous le lire, hein, juste vous montrer quelque chose. On a fait une frise qui reprend 45 dates structurantes de la vie de notre maison. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que l'éditeur m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Je voulais en faire plus, voilà. Donc, après, on a du mal à dérouler. Et en fait, ce que je voulais, c'était quelque chose qui soit très visuel, très graphique, un peu amusant. Et on a toutes ces dates. On démarre à 1820 quand même. Ça a arrêté en 2019. Voilà, donc je referme. Alors pour les curieux qui voudraient voir le livre de plus près, on le mettra sur la table à l'issue de la... Oui, alors derrière la frise, il y a plein de menus. Vous voyez, heureusement que... Voilà, il y a énormément de menus derrière. On a donc parce qu'il fallait, je voulais pas faire un livre d'histoire, mais il fallait quand même qu'il y ait quand même l'histoire de la maison. Il fallait qu'on parle de gastronomie, parce que c'est quand même un peu notre métier, mais je ne voulais pas que ça soit un livre de recettes, parce que il en sort tous les ans, plein de chefs plus connus que nous. Et donc, on a plutôt créé des histoires de recettes. Donc, je crois qu'il y en a 12. Comment une recette est née, d'où elle vient, comment elle s'est construite. On voulait aussi, dans ce caractère un peu atypique, avoir des formats différents dans le livre. Donc, au sein du livre, il y a 8 petites nouvelles, donc 8 petits livrets, on va dire, écrits par des écrivains. Donc, ce sont des fictions, mais qui sont construites autour d'un fait historique de la maison, bien évidemment, et qui vont retracer une date mémorable de notre histoire. Donc, par exemple, les fêtes de Persépolis, l'anniversaire de l'Empire perse, une journée à Roland-Garros, forcément, John Kennedy, De Gaulle à Versailles. Voilà, donc en fait, dans les 200 pages du livre, il y a de l'histoire partout, mais on n'a pas cette chronologie. Et puis notre métier, il est beaucoup en images, en mouvement. Et notre éditeur, le Cherche Midi, sans faire de publicité, qui s'est passionné pour l'histoire de notre maison, m'a dit on pourrait mettre de la vidéo. Et donc on a également une petite application qu'on télécharge gratuitement. Et on a 12, je crois que c'est 12 vidéos dans le livre, qui permettent justement de montrer plein de choses. Ça peut être une recette, parce qu'on travaille aussi beaucoup la mise en scène dans notre métier. Il ne s'agit pas simplement... Notre chef de l'époque, Jean-Pierre Biffy, me disait toujours bon et chaud, c'est pas suffisant. Donc il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que les gens soient émerveillés, donc c'est toute la mise en scène, etc. Et donc on est vraiment dans un peu ce spectacle. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Toujours sur cette thématique de la valorisation, je me tourne vers vous, Donia, parce que je parlais de votre manufacture qui est basée en Moselle. Vous avez un site exceptionnel, sublime. Vous vous appuyez beaucoup sur ce site pour valoriser le patrimoine, et notamment, je parlais des expériences, des visites. Oui, alors on a eu nous 2 grands jalons par rapport à la valorisation du patrimoine. Autant une action qui part du service patrimoine, qui aujourd'hui est un pôle patrimoine, qui unit donc la conservation et le musée. On a eu la chance de participer en 2019 à une exposition à Montréal, au musée de l'histoire de la ville, qui s'appelait « À table, repas français, tout un art », et qui a trouvé une déclinaison ensuite en France par la Cité de la Céramique, Sèvres et Limoges, autant au musée de Sèvres, autant qu'au musée André Dubouchet à Limoges. Donc là, déjà, on a eu un rayonnement international par une action patrimoniale directe. Après, là où je vous rejoins, on est tous en synergie au sein de nos manufactures. On peut aussi contribuer en fait à des valorisations portées par d'autres institutions partenaires. Là, et ça rejoint la question aussi de la mémoire orale, le patrimoine immatériel. Là, on a la chance de fêter depuis décembre dernier l'inscription des gestes variés au patrimoine culturel immatériel de l'humanité,
reconnu donc par l'UNESCO. Alors au travers à la fois d'enregistrements de podcasts de différents métiers, parce que c'est aussi différents métiers qu'on abrite chacun dans nos manufactures. À Saint-Lô, on compte 60 métiers par exemple. Et cette reconnaissance qui a donné lieu à ces podcasts, qui sont consultables notamment via le site de la Fédération du verre et du cristal, qui actuellement, en partenariat avec le Sénat, valorise cette reconnaissance et les gestes au travers d'une exposition photo que vous pouvez tous voir sur les grilles du Jardin de Luxembourg et qui vous donne à voir notre dernier acte de valorisation collective de nos métiers. Et je crois que la médiation aussi sur le site est très développée. Oui, aujourd'hui, on est 8 personnes au sein de l'équipe du pôle patrimoine culturel, dont une majorité est dédiée à la médiation directe, c'est-à-dire vraiment à l'accompagnement de nos groupes de visiteurs grand public ou professionnels, que ce soit les créateurs, les journalistes, les influenceurs, nos clients ou effectivement les scolaires, puisque toute cette médiation est tournée vers la sensibilisation à nos métiers, entre autres du verre et du cristal, pour leur continuité par l'innovation. Alors, on a parlé des livres anniversaires qui sont quelque part l'un des emblèmes de la valorisation du patrimoine, mais les anniversaires donnent lieu aussi à d'autres types d'actions de valorisation. Et Hélène, vous avez profité des 250 ans de la maison pour mettre en place toute une stratégie de valorisation, de rayonnement du patrimoine de la maison Revol. Oui, c'est vrai que les 250 ans de la manufacture ont vraiment été un objectif, en tout cas une deadline importante pour le service patrimoine, à la fois en termes d'édition aussi, alors des éditions moindres, mais qui ont vraiment permis de récapituler tout le travail de recherche du service patrimoine. Et c'était aussi une action de valorisation en interne auprès de tous les salariés de la manufacture qui savent bien qu'il y a des caves qui existent au sein de la manufacture, mais qui ne les avaient pas forcément déjà toutes visitées. Donc ça a été un point important. Après, en parallèle, quand même, le service patrimoine était né il n'y a pas très longtemps, quand la manufacture a fêté ses 250 ans. Et donc, le travail récent des 2 dernières années, il a vraiment permis d'accélérer l'inventaire des collections. Et sans inventaire des collections, on ne se sentait pas suffisamment fort pour valoriser de façon plus fréquente et plus organisée le patrimoine de la manufacture. Maintenant qu'on est quand même à 22 000 pièces sur 25 000, on se sent objectivement plus fort et on se rend bien compte que depuis un an, il y a une vraie accélération dans la valorisation du patrimoine avec les moyens qu'on a aujourd'hui, mais qui est quand même plus forte. À la fois, on a effectivement de plus en plus de demandes de prêts, d'œuvres pour des expositions portées par d'autres institutions. On est de plus en plus souvent sollicité pour témoigner auprès de colloques scientifiques sur l'histoire de Revol et la manière dont son patrimoine existe, mais surtout la manière dont sa production et créativité a évolué. On fait de plus en plus de liens avec le design et avec d'autres manufactures historiques pour justement renouveler et travailler la créativité de la manufacture en lien avec son patrimoine. Et je dirais qu'on est vraiment à une étape charnière où aujourd'hui on a travaillé suffisamment fort, même s'il reste beaucoup de travail sur les collections, mais on a suffisamment travaillé pour avoir une vision globale de notre patrimoine, pour maintenant vraiment pouvoir venir travailler sur la valorisation du patrimoine. Je pense qu'il y a quelques années c'était trop tôt. Aujourd'hui on est vraiment au moment charnière où on se sent suffisamment fort pour avancer sur ce projet de valorisation qui idéalement viendrait lier l'histoire de la manufacture, cette question des savoir-faire qui est vraiment une question vivante et la question de la création, travailler justement sur les enjeux pour demain. Donc idéalement, on aimerait pouvoir avancer sur un projet d'expérience en tout cas et de visite qui inclurait la manufacture, son histoire et puis la création au sein d'un site dans la Drôme qui est magnifique aussi, donc qui peut vraiment être porteur pour cette expérience-là. Alors on parlait tout à l'heure des 300 ans de Rémy Martin, c'est quelque part la consécration de cette stratégie que vous avez impulsée il y a plusieurs années, de toutes les actions que vous menez. Alors, comment ça se concrétise ? Alors absolument, Adèle. Donc en effet, je dirais que l'anniversaire est vraiment moteur. Un anniversaire pour une entreprise comme la nôtre, c'est vraiment un moment clé. Donc la première chose entreprise, ça a été de recruter. Aujourd'hui, je ne suis plus seule au sein du patrimoine, nous sommes 2. Donc en 2018, j'ai recruté une personne qui est archiviste, muséographe. Et puis la valorisation, les 2 vraiment grandes valorisations de ces dernières années, c'est ce livre. Donc comme l'a bien expliqué Stéphane, il y a un énorme travail d'iconographie. Donc nous avons travaillé avec l'auteur. Donc l'anecdote, c'est que nous avons réécrit ce livre avec le même auteur qu'il y a 30 ans.
Voilà, Thomas Laurenceau, il y a 30 ans, a été recruté par Madame Herrière-Dubreuil pour écrire ce livre. Et là, nous avons repris le même auteur, donc 30 ans après. Il s'est plongé à nouveau dans l'histoire avec passion. Ça a été des interviews, justement. Là, je l'ai accompagné sur un recueil de mémoires orales auprès de nos partenaires viticulteurs et de certains de la maison. Donc, je laisserai le livre aussi ici, si certains veulent le consulter. Donc ce livre, L'Esprit du Cognac, 300 ans d'histoire. Et puis l'autre grosse valorisation, je dirais que c'est l'ouverture au public, donc il y a quelques mois, d'un nouveau parcours de visite. Voilà, donc chez Rémy Martin, nous avons un circuit de visite, comme je le disais, donc depuis les années 90. Mais là, c'est une nouvelle dimension que nous avons donnée donc à cette visite. Et donc nous dédions environ 500 mètres carrés. Voilà, c'est une exposition permanente de 500 mètres carrés où nous avons valorisé plus de 250 pièces sorties tout droit des archives. Donc pour moi, c'était très émouvant puisque notre présidente d'époque, Madame Dominique Herrière-Dubreuil, m'a toujours dit « Michaël, on ne sort rien du patrimoine ». Et là, elle a validé le fait de valoriser toutes ces pièces. Donc on a une magnifique scénographie. On a travaillé, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ça a été formidable de travailler avec, entre autres, le cabinet d'architecte Inca, qui est présent dans la salle, je le sais. Nous avons travaillé avec des muséographes exceptionnels, avec aussi des créateurs de multimédia assez impressionnants. Donc les multimédias sont des supports en fait à nos propos. Donc toute pièce d'archive est on va dire un support à la conversation. Il y a un travail de médiation. Donc j'accompagne ces visites quand elles sont vraiment dédiées à l'histoire, ainsi que ma collaboratrice. Ou après, ce sont nos chargés de visite habituels qui révèlent tous ces trésors. Voilà. Bon, en vous écoutant, on a très envie de venir vous rendre visite. Une question un petit peu plus ouverte, prospective, pour conclure cette table ronde. Comment vous pensez intégrer les enjeux numériques à l'avenir? On sait à quel point ils viennent transformer les stratégies, bouleverser peut-être aussi certaines méthodes de travail. De votre côté, Donia, je vous pose la question parce que je sais que vous êtes en pleine réflexion. Oui. C'est vrai que quand on a commencé en 2012 la numérisation du patrimoine, on a commencé par les archives, les dessins, les catalogues du 2D. Aujourd'hui, on fait évoluer notre réflexion vers la numérisation des objets, éventuellement en 3D. Et là, on a eu l'occasion de faire l'expérience et de découvrir le potentiel de la 3D avec art graphique et patrimoine, autour de quatre représentants de nos collections emblématiques d'art de la table, de 1834 à 2015, puisque l'idée, c'est effectivement comment le patrimoine ne sort pas facilement, nos collections ne sortent pas facilement, donc comment finalement réussir à les partager, les faire vivre, quelquefois sans la manipulation et sans l'original. Donc nous, c'est vraiment la question autour de la numérisation 3D des objets et de leur application aux différentes dimensions de nos missions en tant que pôle patrimoine culturel, la conservation préventive, la valorisation, la médiation. Est-ce que justement cette expérience avec art graphique et patrimoine vous donne des idées de mise en application avec ce jumeau numérique et vous le verrez tout à l'heure si vous passez sur l'atelier, une impression 3D, on voit une coupe du verre. Comment vous vous projetez maintenant que vous avez découvert ce qu'on peut obtenir grâce à la numérisation 3D? Alors, c'était une expérience très enrichissante, notamment dans notre réflexion de renouvellement en fait, de notre muséographie à l'avenir, et notamment aussi de l'élargissement d'accueil de public aux scolaires. Et donc, directement, ça nous donne envie, en tout cas, de partager les restitutions avec nos jeunes publics par exemple, offres d'ateliers pédagogiques. On voit aussi que ça peut tout simplement aussi permettre de faire circuler la valorisation des gestes, quelque part, peut-être aussi avec et au-delà de l'objet, puisque c'est vrai que ça nous permet de restituer un degré de détail au niveau du geste que l'objet, dans sa transparence, ne laisse pas toujours voir. Donc, voilà, dans ces optiques-là, en tout cas, de partage et de valorisation des gestes aussi. Et chez vous, Michaël? L'enjeu, en effet, des archives numériques est pour nous un sujet clé aujourd'hui.
Il est très facile aujourd'hui de trouver dans nos archives tout ce qui était matériel. Avant, on avait des registres de coupe, tous ces éléments, mais aujourd'hui, tout est digital. Notre maître de chai, par exemple, travaille avec une tablette. Il ne remplit plus ses registres manuscrits. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de déjà collecter toutes ces données. Alors la collecte, là aussi, c'est une stratégie qu'on a mise en place, c'est qu'en nous rapprochant de toutes les équipes, on accueille en fait au sein du patrimoine, on a une réserve visitable et on accueille nos collaborateurs. Alors, ça peut être le maître de chai, le développement, le juridique. Et finalement, en sensibilisant toutes ces populations, on arrive beaucoup mieux à collecter. Donc ça, c'est important de partager, de faire connaître notre métier pour collecter. Et là, c'est un sujet technique, comment conserver toutes ces données numériques, les valoriser et puis les rendre pérennes. Ça, c'est vraiment un de nos gros enjeux. Et le deuxième, je dirais, enjeu, c'est l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Nous, ça y est, la maison nous a équipés d'un outil et on nous demande de l'intégrer à nos métiers. Donc il va falloir être habile pour en effet s'appuyer sur ces nouveaux outils, mais ne pas laisser place à des machines. Est-ce que vous imaginez justement déjà des applications, des terrains sur lesquels l'IA serait particulièrement pertinente? Oui, bien sûr. Je pense sur l'indexation, quand on gère des photothèques, par exemple, comme les nôtres. Donc, en effet, le thésaurus a été créé, mais aujourd'hui, à chaque nouveau média, il faut indexer. Donc, je pense qu'on pourrait simplifier nos tâches, par exemple, sur l'indexation. Et le tri, peut-être aussi, dans les inventaires. Voilà, donc on avance. Et chez Potel et Chabot, le numérique. Alors nous, vous l'aurez compris, on repart un peu à la base, donc ça serait déjà de pouvoir restructurer et de remettre un poste au moins à mi-temps. Mais sur l'aspect numérique, on commence à être confronté à des menus QR code. Donc il n'y a plus rien, c'est plus matériel. Donc là aussi, c'est un peu le même sujet que celui que tu évoques, c'est comment on récupère. Parce que bon, le menu papier n'est pas facile à récupérer, mais quand vous l'avez trouvé, vous le mettez dans votre cartable, vous mettez une pile, un jour vous retrouvez la pile, vous dites il faut qu'on le scanne, je dis à Julie il faut y aller. Voilà. Bon, quand il n'y a rien, c'est plus compliqué. Donc ça c'est une chose. Et puis le 3D aussi, parce qu'on a, c'est pas la priorité comme vous l'avez compris, mais on a quand même des très beaux menus en volume, avec des découpes laser, avec des pliages dans des matériaux. On a du métal, on a du cuir, on a du tissu. Et quand vous faites un scan un peu basique, en fait ça rend pas grand-chose. Donc là, effectivement, on a pris les coordonnées de vos amis pour voir si, alors, non pas de se doter de l'outil, parce qu'on créera d'abord le poste avant, mais peut-être déjà d'identifier tous les très beaux menus qu'on a et qu'on a numérisés de manière un peu basique et que ça ne rend pas grand-chose, et voir si on ne peut pas effectivement creuser cette piste-là. Et pour vous, Hélène? Et pour nous, je dirais, déjà, je rejoins effectivement vos questions sur la collecte des données contemporaines, qui est effectivement un vrai enjeu. Après, pour le service patrimoine en soi, je pense que nos outils actuels gagneraient vraiment à être plus professionnels et plus qualitatifs. Et ensuite, je pense que sur la question de la valorisation, on a deux enjeux. Je pense que faire visiter les caves du patrimoine actuel, ça restera toujours compliqué parce qu'on est vraiment au cœur de l'industrie. Donc il y a un problème d'accessibilité des publics. Donc peut-être que la question d'une visite virtuelle pourrait être intéressante. En tout cas, la question, elle se pose. Et puis, on a tous ces moules, on n'a pas encore commencé l'inventaire des moules. On sait qu'il y en a au moins 10 000, à mon avis, plus. Mais on sait surtout qu'on a les formes des moules nous indiquent des pièces, qu'on n'a pas les pièces qui correspondent à ces moules-là. Donc, on a hâte de pouvoir commencer l'inventaire des moules parce qu'on va certainement avoir de belles découvertes. Et dans ce cadre-là, je pense que la numérisation 3D devrait aussi pouvoir nous aider et nous accompagner sur certains sujets. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. Avant de passer aux questions-réponses, j'ai une question qui n'en est pas vraiment une et je regarde Caroline Radnack, qui est responsable du patrimoine chez Christophe. Elle intervenait sur notre dernière table ronde et à l'époque, elle nous parlait d'un projet, l'organisation d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs. Et en ce moment, elle est en plein montage de l'exposition. Et je souhaitais lui proposer de nous en dire quelques mots, si quelqu'un peut lui apporter un micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Oui. Merci Adèle. Oui, c'était effectivement l'occasion de vous reparler de ce projet qui était encore relativement confidentiel il y a 1 an. Donc Christophe sera l'objet d'une grande rétrospective au Musée des Arts Décoratifs
qui commence dans 3 semaines, 3 semaines, le 14 novembre, qui s'appelle Christophe, une brillante histoire, et dans laquelle on a essayé de présenter une rétrospective de la Maison Christophe, bien sûr, mais de l'art de la table au sens large, puisque, comme Monsieur Villotte l'a dit tout à l'heure, on est quand même intimement lié à toute l'histoire des arts de la table. C'est un projet qui est né dans l'imaginaire et dans les rêves de ma prédécesseuse Anne Gros, que certains d'entre vous ont connu, et qui, après 10 ans, avait rêvé ce projet avec le musée. Et donc, voilà, 10 ans plus tard, on a réussi à lui donner forme. On a essayé de rêver ce projet comme quelque chose qui pourrait intéresser aussi des gens qui ne s'intéressent pas forcément aux arts de la table, qui, pour certains, peuvent paraître un peu poussiéreux parfois. Et donc, on a voulu essayer de secouer un peu cette histoire. Et donc, l'objectif, c'était de mettre toute l'énergie, l'expertise et les connaissances du service du patrimoine de la maison au service du musée des arts décoratifs, avec qui on a travaillé main dans la main pendant 3 ans pour donner lieu à ce projet. Et l'idée, c'était, parce qu'on me dit souvent, le patrimoine, Christophe, c'est des fourchettes. Alors, on dit, pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que la maison a fait et beaucoup de domaines sur lesquels on ne l'attend pas, notamment l'opéra, dont on avait dit qu'on avait fait les sculptures, les 2 grands trucs dorés sur le toit. L'harmonie et la poésie sont des œuvres Christophe de la fin du 19e. Et donc, on a essayé de reculer un peu l'aspect fourchette pour vous surprendre en montrant aussi des techniques, en montrant les gestes dont vous parliez, bien sûr, tout ce qui est savoir-faire, les industries, des pièces surprenantes, des chefs-d'œuvre. Et dire que Christophe, c'est aussi des collaborations avec Cocteau ou Lagerfeld, enfin voilà, d'autres gens qu'on n'attendait pas forcément de façon innée. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de venir voir l'exposition qui commence donc mi-novembre. Et n'hésitez pas à la prochaine fois ou par mail de nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez du projet. Et surtout dans une assemblée d'experts comme ici, c'est vraiment intéressant parce que les gens avec qui on travaille parfois trouvent toujours ça super, parce que forcément c'est un effet global, mais avec des experts comme vous, ce serait intéressant de savoir des retours d'expérience sur comment on valorise une maison et comment on jongle entre l'expertise historique et un aspect plus communication. C'est toujours un enjeu. Donc voilà, merci Adèle d'avoir donné l'occasion de parler de ce beau projet. Merci Caroline. On vous souhaite bon courage pour le montage, bonne chance pour l'inauguration, en tout cas on sera là. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour les intervenants ? Et si vous n'en avez pas, je vais demander au directeur général de se dévouer. Il y aura bien une question. Vous appartenez pour la plupart à des grands groupes. On a parlé de marques. Est-ce que vous avez des impulsions qui viennent, je dirais, de très haut, notamment au niveau de vos groupes, en l'occurrence, dans la préservation et la valorisation du patrimoine, ou est-ce que vous faites cavalier seul, quelque part, sur vos propres périmètres? Pour ce qui est de la Maison de Saint-Louis, aujourd'hui, vraiment, le patrimoine s'inscrit dans la stratégie globale de la manufacture par cette responsabilité de maintenir un dialogue entre patrimoine et création qui répond lui-même à la responsabilité de la continuité des savoir-faire et de l'innovation. Mais on s'inscrit effectivement dans une vision globale qu'a Saint-Louis aujourd'hui. Pour être un petit peu plus précis, vous faites partie du groupe Hermès, je crois. Est-ce que justement vous avez une ligne de conduite commune que vous sentez entre votre groupe de tutelle et la marque finalement sur cet angle de la en tant que maison SAR, on a cette affinité vraiment du dialogue entre patrimoine et création. C'est ce qui a impulsé la structuration du patrimoine dans les années 90. C'est que ces réserves aussi visitables par les créateurs, les designers et l'interne puissent être le lieu qui favorise ce dialogue-là. Je me permets de rebondir parce qu'on a ici le directeur du H-Lab, donc Hermès. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Je suis assez mal placé pour en parler. Mais effectivement, il y a, en tout cas d'un point de vue Hermès, puisque moi je fais partie d'Hermès, il y a peut-être pour préciser aussi ce que tu disais, le patrimoine est quelque chose qui est perçu à la fois comme
extrêmement important pour nos racines, pour savoir qui on est, mais aussi, effectivement, comme tu le disais, comme une source de créativité, une source de création et d'innovation. Et c'est en ça qu'il y a un lien très fort entre la direction artistique et qui porte en fait cette logique de conservation du patrimoine. Et donc la guideline, s'il devait y en avoir une chez Hermès, c'est de dire ce patrimoine, il y a une obligation quelque part de préservation et de valorisation à minima interne et pour nos créateurs qui peuvent être externes, qui sont des artistes externes auxquels on fait appel. Et après, Hermès est une grande maison qui a quelques effectivement filiales et maisons sœurs. Les maisons sœurs et les filiales sont ensuite indépendantes dans la façon dont elles gèrent leurs activités, leur patrimoine, mais ça se fait en cohérence et en bonne intelligence, quoi. Et nous, ensuite, moi je suis responsable du laboratoire d'innovation technologique d'Hermès. Notre rôle, c'est aussi d'accompagner l'ensemble des activités, incluant les activités patrimoniales, dans la préservation, du coup, aussi dans l'utilisation des technologies pour la préservation du patrimoine. Merci. Alors, on n'a personne du groupe Accor dans la salle, mais vous allez pouvoir nous dire, Stéphane, si effectivement vous ressentez une certaine influence. Pour l'instant, il n'y a aucune influence. Alors, ça s'explique aussi par le fait que le groupe vient de racheter, ça fait un peu moins d'1 an. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'à la différence de la maison Hermès, qui est une magnifique maison très ancienne, beaucoup plus ancienne que le groupe et toujours familiale, Accor, c'est un peu différent. Mais ce qui est certain, c'est que son président, M. Bazin, est très attaché à l'histoire et à la valeur des marques et au luxe. Donc on va dire que de ce côté-là, au moins, on coche toutes ces trois cases-là. Donc c'est un peu tôt pour le dire. Non. Mais pour l'instant, non, on est... Voilà. Amir, qui devait être là, notre nouveau président, qui lui a 20 ans du groupe Accor, est certainement beaucoup plus sensible à l'histoire, au patrimoine et à la richesse de ce fonds que pouvait l'être son prédécesseur qui avait un profil plus financier, puisque d'ailleurs c'est lui qui m'a demandé de ressortir les archives, il m'a dit oh là là, c'est dans un placard, ça sert à rien, il faut les montrer. Voilà, donc il y a une sensibilité, mais on ne peut pas dire du tout qu'il y ait en termes de verticalité. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si dans le groupe Accor, il y a une stratégie ou un service patrimoine. C'est une bonne question. Oui, grâce à vous, on se pose plein de questions. Donc on va creuser le sujet, peut-être. Tant mieux. Avec la numérisation, vous allez regrouper l'ensemble des données. Quelles sont vos possibilités sur la cybersécurité? Puisque même si nos patrimoines sont propres à nos maisons, aujourd'hui on est dans une concurrence mondiale. On est dans une concurrence aussi pour maintenir nos savoir-faire en France et la beauté de nos maisons en France et avoir aussi nos salariés. Et vous ne pensez pas que de laisser ouvert, ça a un danger vis-à-vis de la mondialisation? Est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Alors, Anne Daven, je suis laqueur d'art depuis 100 ans. J'ai une petite maison à Paris et je représente aussi l'ameublement français. Merci pour votre question. Qui souhaite répondre? Moi, je peux commencer, c'est très simple, parce qu'en fait, nous, il n'y a pas de véritables enjeux, puisque d'abord, l'outil photothèque, il n'est pas accessible à l'externe, ou alors il ne l'est que via une autorisation qu'on délivre. Alors, vous pouvez me dire que ça peut être hacké, ça peut être piraté. Après, ils peuvent toujours pirater des menus de 1800, 1900, à part le fait qu'ils vont se dire qu'on est une maison incroyable et qu'on relève des défis époustouflants. Voilà, c'est peut-être assez différent d'autres maisons. Et comme on n'a pas encore, en tout cas, intégré cette dimension de la gestuelle, des savoir-faire, des recettes, donc nous, on n'est vraiment pas concernés. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est le sujet des recettes. Alors, je sais que notre ancien chef... il me disait, mais on s'en fiche complètement. Quand tu es copié, c'est que tu es le meilleur. Et de toute façon, tu es obligé d'en recréer une nouvelle. Donc lui était très à l'aise avec ça. Mais bon, on n'est pas non plus dans des métiers... Enfin, on est dans des très beaux métiers, mais bon, on ne fait pas de nucléaire il n'y a pas de grands secrets. Pour vous, justement, peut-être sur la transmission du geste. Alors nous, pour ce qui est donc, de nos numérisations, on a effectivement aussi une base de données qui est un outil de documentation interne à l'équipe de conservation préventive. Ce n'est pas ouvert du tout à l'extérieur et même pas à d'autres collaborateurs pour l'instant. C'est vraiment une aide pour répondre aux fortes sollicitations et à la conservation préventive, bien sûr. Ensuite,
pour ce qui est de la cybercriminalité, je ne saurais pas dire plus qu'on a un dispositif vraiment drastique qui évolue perpétuellement, qui s'applique autant à l'interne déjà qu'à l'externe. Donc voilà, on a toute confiance dans nos collègues qui s'occupent de ce volet-là. Je dirais que c'est la même chose pour la maison, pour le groupe Rémy Cointreau. Nous avons des équipes IT qui nous aident, en fait, qui nous accompagnent sur tous ces dossiers. La photothèque, ce que nous diffusons à l'extérieur, tout est en basse définition, avec filigrane, donc pas vraiment d'inquiétude. Et c'est vrai que pour des maisons comme les nôtres, il y a tellement d'enjeux, d'autres enjeux avant le service patrimoine sur la cybercriminalité. Donc je pense qu'on a vraiment des équipes très performantes à l'international, en fait, et qui protègent toutes nos données. Je dirais que nous aussi, on a effectivement à la fois des outils qui sont internes et pas partagés, et qu'on a par contre tout à fait conscience de la valeur à la fois vis-à-vis du travail qui a été réalisé, du travail qui a été réalisé aussi par le service patrimoine. Et donc il y a une question de prudence, en tout cas, qui est vraiment partagée sur cette question du partage des informations patrimoniales. Je voudrais ajouter une chose, c'est une très bonne question, mais en fait, ça en soulève une autre. Vous voyez, par exemple, nous, dans notre métier, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment de livre de recettes, il n'y a pas de document qui consigne tout ce savoir-faire. Et alors, on peut se dire que si on le crée, qu'il soit numérique ou pas, c'est effectivement un risque qu'il disparaisse, qu'il soit volé, piraté, etc. Après, si vous ne le faites pas, les gens s'en vont, et vous perdez la mémoire, et vous perdez ce savoir-faire. Donc, en fait, quel est le risque le plus grand? Est-ce que c'est de se dire vaut mieux que tout soit éparpillé, comme ça au moins on est sûr que personne puisse y accéder et puis du coup il va disparaître petit à petit, ou est-ce qu'on essaye de regrouper, rassembler, après numériser ou pas, parce que finalement qu'il soit numérique ou pas, je veux dire, le sujet est le même, mais du coup vous constituez ce patrimoine. Donc dès lors qu'on le constitue, on le regroupe dans un endroit, qu'il soit numérique ou pas, on prend effectivement le risque qu'il soit volé. Donc c'est un sujet un peu général, quoi, je pense. Alors, j'ai eu un petit moment de stress en introduction en voyant mon téléphone sur la table et je n'ai pas de montre. Et donc je me suis dit, mon Dieu, potentiellement je vais faire une table ronde qui va durer 2 heures. Et finalement, il est 10h35, donc c'est parfait. Naturellement, on est resté dans les cordes de ce qu'on avait imaginé. On peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a une. Et ensuite, de toute façon, on se retrouve autour d'un café. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à passer sur les ateliers. La Reliure du Limousin, qui travaille sur la restauration traditionnelle de documents anciens. Tribun Imaging, qui, comme le rappelait Laurent, vient d'ouvrir un département qui travaille sur la restauration de fonds iconographiques, photographiques et art graphique et patrimoine, où vous pourrez découvrir ce qu'on a pu faire en lien avec Donia sur des verres absolument sublimes de Saint-Louis. Une dernière question ? Bonjour à tous, Charlotte de la société Inca Architectes, basée à Grenoble. Nous avons donc eu la chance et l'honneur d'accompagner la maison Rémy Martin sur 3 projets, dont la maison historique livrée cette année. Donc l'importance du patrimoine dans vos sociétés fait partie intégrante de la stratégie. Comment naît un projet au sein de vos sociétés? Est-ce que c'est le pôle patrimoine qui décide à un moment donné de valoriser quelque chose? Et là, on entame des discussions avec vos partenaires. Comment ça se passe et comment vous fonctionnez? Parce que moi, je sais comment ça fonctionne chez Rémy Martin, chez d'autres maisons de luxe pour lesquelles on travaille. Mais voilà, moi, je serais intéressée comment l'idée vient et comment l'architecte ou d'autres parties prenantes peuvent vous accompagner dans ces fabuleux projets. Merci Charlotte. Qui souhaite répondre? Je dirais qu'en ce qui concerne la maison Revol, il y a un peu 2 façons de faire. Il y a à la fois des rencontres un peu inattendues qui permettent de mettre en route certains projets. Après, il y a, je pense pour le coup, quelque chose de bien plus structurant, c'est les dates anniversaires et des ouvertures. Là, j'ai entendu, on va bientôt fêter un nouvel anniversaire, et il faudrait qu'il y ait une boutique à Paris, ou il faudrait qu'on puisse avancer sur tel projet. Donc, je pense que la question de la date, elle permet, ce que je peux vivre à l'intérieur de la maison Revol, d'embarquer l'ensemble des équipes et du coup d'associer effectivement les différents départements et puis les priorités budgétaires qui vont avec. À Saint-Louis, on a aussi, via le musée, un calendrier structurant qui est celui finalement des événements européens, nationaux ou locaux, comme les journées européennes des métiers d'art, les journées européennes du patrimoine, la nuit européenne des musées, ou des événements en partenariat
avec nos confrères dans le pays du verre et du cristal. Autrement, effectivement, il y a aussi des dates anniversaires de la manufacture. Et aujourd'hui, c'est aussi finalement l'atteinte d'un plafond de verre en termes de fréquentation. On a la chance d'accueillir plus de 15 000 visiteurs par an. Donc voilà, demain, quels sont nos nouveaux espaces pour actualiser à la fois notre proposition au sein du musée et élargir et répondre au public en fait qui souhaiterait venir nous voir. Nous, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des entreprises et des moyens qu'il y a derrière, parce que je pense que soit ça vient de l'impulsion du dirigeant, ce qui a été nous notre cas par rapport au projet du livre. Hein. Aujourd'hui, ça ne vient pas du service patrimoine, parce que comme il n'y en a pas, comme je vous disais, on le fait vivre, mais on essaie plutôt de survivre sur cette partie-là, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Si effectivement on y consacrait 100% de notre temps, on aurait des millions d'idées et on serait force de proposition. Donc là, effectivement, on ne l'est pas trop. Et puis, alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même de plus en plus sollicité. C'est vrai qu'on a une marque magnifique, on a une histoire incroyable. Et donc, c'est vrai que la gastronomie est un univers qui séduit beaucoup. Il y a beaucoup d'expos, il y a beaucoup de... il n'y a pas des émissions sur les recettes des chefs. Enfin, voilà, on est quand même dans un univers qui communique énormément, enfin beaucoup plus qu'à l'époque. Et donc là, je vous ai cité la conciergerie, il y avait Univers Science. Donc là, il y a des projets de livres, là, on a encore 2 demandes en cours. Donc nous, on répond plus à la demande, en fait. Mais parce qu'on n'a pas le temps pour finalement être proactif. Mais c'est un peu particulier. Charlotte, voilà, tu connais notre sujet, mais je dirais, c'est vrai pour préciser que le service patrimoine justement existant au sein de nos maisons, nous on peut être proactifs, on s'inscrit sur des événements locaux, par exemple, des expositions à l'initiative du service patrimoine. La direction nous suit très bien lorsqu'on amène de bonnes idées. Bien, merci beaucoup. Avant de passer sur les ateliers et de prendre un café ensemble, je souhaiterais remercier Alexandra Troubetskoy qui a piloté l'organisation de cet événement, ce qui n'est pas rien. Et je souhaiterais remercier Marie Burnel qui est directrice du pôle héritage d'Arcanum et Vanessa Leroll qui est également au pôle héritage et qui est particulièrement en charge du suivi des comptes corporate. Ce n'était pas prévu, mais si vous voulez dire peut-être quelques mots sur votre activité, on peut peut-être y consacrer 2 ou 3 minutes et puis ensuite se retrouver autour d'un café. Si, elles sont là, mais où? Comment ça, tu n'as rien à dire, Alexandra? Merci à Adèle pour ses remerciements. Merci à tout notre panel de témoins pour la qualité des échanges aujourd'hui. De mon côté, je n'avais pas suivi toute la préparation de cette table ronde, contrairement à l'année dernière, et c'était hyper intéressant de le découvrir en direct. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces échanges et pour la confiance que vous nous accordez. Merci, Michael, aussi d'avoir rappelé notre longue collaboration. Vanessa? Non, mais je crois que tu as fait le tour. Merci. On reste disponible avec Marie si vous souhaitez échanger avec nous. Eh bien, merci à tous. Et puis, voilà, on peut poursuivre pour ceux qui ont le temps.